Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce Contexte Live. Pour ce nouveau numéro, on vous propose de partir à la recherche d'un thème qui semble avoir disparu dans le triangle des Bermudes du débat public. Ce thème, c'est celui de la transition écologique. Alors, derrière cette expression, il y a beaucoup de politiques publiques dont Contexte a beaucoup parlé ces dernières années, mais des politiques publiques qui semblent un peu à la peine, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. Alors la liste est longue. On y trouve la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être la première politique à laquelle on pense, mais il y a aussi l'atténuation du changement climatique, la transition énergétique et ses défis. On peut y ajouter la protection de la biodiversité, la protection de la ressource en eau, la lutte contre les pollutions ou contre l'artificialisation des sols. Alors, on va parler des raisons de ce renoncement, de ce recul qu'on a bien identifié à Contexte. On va évoquer la bataille culturelle qui fait rage au sein de l'opinion publique. Et on va surtout parler du manque de portage politique au sein du gouvernement français, comme peut-être des institutions européennes. On fera aussi le point sur les textes qui sont aujourd'hui dans les tuyaux. C'est des textes que vous suivez peut-être vous-même, donc vous aurez l'occasion de poser des questions sur les points qui vous intéressent. Et pour en discuter avec moi et puis pour répondre à vos questions, j'ai la chance d'avoir en studio Maïwenn Lamy, qui est journaliste de Contexte Environnement à Bruxelles. Bonjour Maïwenn. Bonjour Yann. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors moi je vais vous parler de mots très à la mode à Bruxelles en ce moment, à savoir compétitivité, simplification, un petit peu de transition propre, et puis on va aussi faire une petite échappée à Rome où se sont achevées les négociations de la COP16 sur la biodiversité il y a à peu près 3 semaines maintenant. Et tu étais à Rome à l'occasion. Alors avec nous, on a aussi Victor Roux-Göken, qui travaille pour Contexte Environnement aussi, mais qui est basé à la rédaction parisienne, à quelques centaines de mètres d'ici. Victor, tu es un peu notre vétéran sur ces questions, puisque tu travaillais auparavant à Contexte Énergie. Les plus anciens abonnés s'en souviennent. Sur quel sujet tu vas intervenir aujourd'hui ? Alors comme mes camarades, bonjour Yann, bonjour à tous, et comme mes camarades, je vais parler de la manière dont ces sujets de transition écologique ont disparu des écrans radars. Alors moins capé que Victor, mais non moins talentueux, nous avons aussi Nezim Tandjaoui, qui travaille pour Contexte Énergie à Paris. Nezim, tu as beaucoup de textes à évoquer avec nous et beaucoup de sigles, je crois. Bonjour Yann, beaucoup de sigles en effet. On va parler PPE, on va parler PLF, on va parler SNBC si on a le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler de programmation énergétique, d'argent et d'émissions de gaz à effet de serre. Merci Nezim. Alors un mot sur le menu de ce Contexte Live. On va commencer par parler du contexte politique. On va voir comment il a changé, comment il a basculé même ces 3 dernières années. La faute à une succession de crises et aux élections qui ont suivi. Ensuite, on va zoomer comme promis sur les textes en cours d'examen au niveau français et au niveau européen. Et puis, dans la 3e partie de ce live, on se posera la question de la réaction des acteurs du débat public face à ce recul face au recul de l'environnement dans les priorités politiques. Alors, en ce qui vous concerne, si vous nous suivez, vous pouvez à tout moment poser vos questions directement dans l'espace chat. On va y répondre en direct. Vous pouvez aussi réagir à ce qu'on raconte et aux propos qui sont tenus, prolonger un peu tout ça, toujours dans l'espace chat qui se trouve normalement en bas à droite de votre écran. Alors, on va commencer, comme promis, par le contexte politique et par la France. France, pays très centralisé, donc on va commencer par le haut de la pyramide avec toi, Victor. Emmanuel Macron, on s'en souvient, pendant la campagne pour sa réélection, avait dit que son 2e quinquennat serait écologique ou ne serait pas. Plus récemment, François Bayrou a dit pendant son discours, pendant sa déclaration de politique générale devant les députés, il a dit l'écologie n'est pas un problème selon lui, mais c'est une solution, c'est même la solution à nos problèmes. Pourtant, depuis, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose sur les questions environnementales. C'est ça, il se passe pas grand-chose. Donc moi, je fais partie à la rédaction de Contexte avec d'autres personnes, des gens qui documentent les reculs actuellement à l'œuvre en matière de transition écologique. Après, voilà, le gouvernement, il a un sujet beaucoup plus global d'absence de majorité en fait à l'Assemblée. On l'a encore vu là sur les retraites le week-end dernier. En fait, Bayrou, dès qu'il dit quelque chose, vu qu'il n'a pas de majorité, il peut décevoir à droite
ou à gauche, et donc du coup c'est compliqué d'avoir une action publique, on peut dire cohérente en la matière. Après, il est quand même notable de voir qu'il y a eu que le président de la République, Emmanuel Macron, a su réunir un conseil de politique nucléaire le 17 mars, et donc où il a pris des décisions, bon, qu'il faut qu'il reste à concrétiser, mais en tout cas qui emportent qui ont un gros impact budgétaire pour l'État. Et pour l'instant, il fait pas l'équivalent sur la planification écologique, qui était censé être son bébé, le bébé de son deuxième mandat. Si on descend d'un échelon au gouvernement, il y a Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher a survécu à plusieurs remaniements. Dans ses interviews, dans ses déclarations, elle dit qu'elle ne veut pas laisser tomber le flambeau de l'écologie. Mais est-ce qu'elle pèse vraiment au sein de ce gouvernement ? En tout cas, elle apparaît très isolée parce que le centre de gravité de son ministère, qui est l'aménagement du territoire, il est revenu donc à François Rebsamen, qui est ministre en charge de ces sujets. Donc elle a un périmètre beaucoup plus restreint par rapport à son portefeuille qu'elle occupait sous Michel Barnier. Et par ailleurs, elle a reculé dans l'ordre protocolaire dans le nouveau gouvernement de Bayrou. Après, là, il faudra voir, maintenant que la crise agricole c'est un peu fini du fait des élections dans les chambres d'agriculture. Oui, on avait fait un contexte live à ce propos, un peu la fermeture de cette longue séquence crise agricole. On sent qu'il peut-être y avoir une amélioration du contexte sur ces sujets. En tout cas, là, on a des petits indices qui nous parviennent à la rédaction. À suivre donc, Nézim, tu peux nous dire un mot sur Marc Ferracci, qui est ministre de l'Industrie et de l'Énergie, donc forcément avec du vert dans son portefeuille. Est-ce qu'il, lui, est actif sur ces questions ? Oui, il a récupéré l'énergie qu'Agnès Pannier-Runacher a perdue lors de l'arrivée au gouvernement de François Bayrou, enfin l'arrivée à Matignon de François Bayrou. Schématiquement, structurellement, il y a eu des allers-retours sur le portefeuille de l'énergie entre Bercy et ce qu'on appelle l'hôtel de Roquelaure, donc c'est-à-dire le ministère de la Transition écologique. Agnès Pannier-Runacher avait l'énergie il y a de cela plus d'un an. Elle l'a perdue quand Gabriel Attal est arrivé. L'énergie est allée à Bercy chez Roland Lescure. Elle l'a récupérée quand Barnier est arrivé, reperdue sous Bayrou. Et Marc Ferracci a pris ce portefeuille avec l'industrie, comme Roland Lescure avant lui. Il est impliqué sur ces sujets avec un prisme très industriel. Il parle beaucoup de réseaux électriques notamment, dont l'industrie d'aujourd'hui et surtout de demain a besoin. Et il est peut-être un peu moins impliqué sur les questions de programmation énergétique. Il arrive aussi en bout de course de la préparation de ce texte, de cette PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qui fait que forcément il est moins impliqué. Et ce qu'on observe pour l'instant, c'est qu'il est quand même assez centré sur les enjeux industriels de l'énergie. D'accord, on parlera de la PPE dans la deuxième partie de ce live, puisque c'est en cours de finalisation, je crois. On va encore descendre d'un échelon et on va passer côté administration. Il y a déjà une question qui est arrivée de Valentin Fanton à ce sujet. On va parler du SGPE, donc le Secrétariat Général à la Planification Écologique. C'était la grande nouveauté du second quinquennat. C'était l'idée d'avoir une sorte de tour de contrôle sur les questions d'écologie et d'environnement directement rattaché au Premier ministre, à l'image du SGAE, le Secrétariat Général aux Affaires Européennes, qui préexistait. Alors, le problème, Victor, c'est que son patron, Antoine Peulion, vient d'annoncer son départ. Il a même donné une interview à Contexte. On devrait pouvoir vous montrer cette interview à l'écran. Est-ce qu'on sait du coup ce que va devenir le SGPE ? Alors, c'est très difficile, évidemment, de dire ce que ça va devenir. En tout cas, ce qui est officiellement, François Bayrou reste toujours Premier ministre, chargé de la planification écologique et de la planification énergétique, d'ailleurs. Et sauf que, voilà, il est clairement absent des radars sur ces sujets. Et donc maintenant la question, donc au-delà du départ d'Antoine Peulion, qui a vraiment initié et incarné la planification écologique jusqu'à la crise agricole en janvier 2024 et l'arrivée de Gabriel Attal au gouvernement, maintenant la question effectivement se pose de qu'est-ce qui va advenir, et sachant qu'en fait ce qui est vraiment important, c'est ce lien en fait qui a été rompu entre le cabinet du Premier ministre et le secrétaire général à la planification écologique. Antoine Peulion avait les deux fonctions. Il était chef du pôle, ce qu'on appelle le pôle vert, donc le pôle qui réunit tous les conseillers liés à la transition écologique à Matignon, et secrétaire général à la planification écologique. Et donc vu que ce lien a été rompu sous Michel Barnier et n'a pas été rétabli sous François Bayrou,
Du coup, l'ambition initiale du SGPE, qui était d'établir une sorte de doctrine gouvernementale en matière d'écologie, ben là, mécaniquement, elle s'est affaiblie. Mais après, l'affaiblissement, en réalité, il provenait déjà de l'arrivée de Gabriel Attal et du début de la crise agricole. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler en 2 mots le travail réalisé par le SGPE? C'est un travail qui a été quand même salué par pas mal d'acteurs, beaucoup de tableaux, beaucoup de couleurs et une répartition de l'effort à faire en matière de réduction d'émissions au niveau des collectivités territoriales. C'est ça exactement, sans passer par la loi. C'était ça aussi l'enjeu, sans passer par la loi et sans forcément mobiliser plus d'argent public, en mobilisant un peu plus, mais aussi en mettant à contribution les industries, les collectivités et les ménages dans une moindre mesure pour éviter une crise des gilets jaunes bis. Voilà, donc avec le risque aujourd'hui que tout ce travail de planification, pour le coup, reste un peu lettre morte, quoi. C'est ça, c'est vraiment le risque, quoi. Alors Victor Onésime, il faut qu'on dise un mot du Sénat, parce que la droite a la majorité au Sénat, et du coup elle pèse lourd mécaniquement au sein des CMP, donc les commissions mixtes paritaires avec l'Assemblée. Sans rentrer dans les détails, c'est un peu l'instance qui va faire et défaire les textes législatifs en fin de course, surtout dans une situation de majorité, d'absence de majorité absolue. On a l'impression que cette droite sénatoriale qui a la main, c'est un peu un bastion anti-écologie. Est-ce que c'est un caricatural de parler de bastion anti-écologie au Sénat? En tout cas, c'est la seule chambre qui marche parmi les deux chambres du Parlement, et avec un parti en ordre de majorité, donc du coup capable de prendre des décisions et de voter des textes. Il y a quand même, donc effectivement, là, il y a beaucoup de détricotage du droit de l'environnement en ce moment au Sénat, mais il faut aussi avoir en tête que ça se fait sur fond de compétition pour l'accession à la présidence du Parti des Républicains, parti de droite. Donc il y a ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Oui, et Nézim, je crois qu'on a laissé le Sénat faire sa loi de programmation énergétique, ce qui paraît un peu paradoxal, puisqu'on a dit que la PPE était en cours d'achèvement. Tout à fait. Le gouvernement a, de longue date maintenant, acté le fait qu'il n'y aurait pas de loi de programmation énergie-climat. C'est une obligation légale, normalement, que sa propre majorité avait inscrite en 2019. En 2022, Assemblée éclatée, donc impossibilité de le faire. Les parlementaires, forcément très mécontents de se voir, déshabillés de ce pouvoir législatif. Plusieurs parlementaires, au Sénat et à l'Assemblée, à droite comme à gauche, se sont saisis de l'occasion. À droite, au Sénat, c'est le sénateur Daniel Grémillet qui a fait une loi de programmation énergétique que le gouvernement a accompagné jusqu'en séance publique au Sénat à force de travail de compromis, et donc a réussi à accepter. C'est une loi qui initialement allait très loin sur le nucléaire, et donc le gouvernement a essayé de remettre un peu d'ordre dans tout ça, et le texte est à peu près acceptable pour le gouvernement, ce qui ne veut pas dire qu'il en veut. Voilà, c'est pas pour autant qu'il va être programmé à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Exactement, et d'ailleurs il n'est pas programmé à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et d'ailleurs le groupe LR à l'Assemblée, on dit DR maintenant, mais le groupe LR à l'Assemblée ne l'a pas inscrit à l'ordre du jour de sa dernière niche parlementaire sur l'anti-écologisme. On peut quand même noter que dans cette PPL, dans cette proposition de loi, il y avait quelques éléments assez intéressants sur les renouvelables, par exemple sur le développement de l'éolien terrestre et le repowering des installations. Alors le repowering, c'est le remplacement de vieilles éoliennes par des éoliennes plus récentes et donc plus performantes, ce qui veut dire, in fine, réduire le nombre de mâts sur le territoire. C'est un argument qui est très poussé par les défenseurs des renouvelables. Donc la droite sénatoriale a quand même introduit dans le texte des dispositions sur ce sujet, voté avec le reste de l'hémicycle au Sénat. Donc on voit que c'est pas toujours évident de dire que la droite au Sénat est anti-ENR. Voilà, il faut relativiser un petit peu. On a une question qui vient d'arriver d'Hugo Mellard-Ayo, qui est un peu longue, mais je vais essayer de la lire. Qu'en est-il de l'évaluation à 3 ans de la grande loi écologique, la loi climat-résilience? Je crois que c'est la loi issue de la Convention citoyenne sur le climat, si je dis pas de bêtises, voilà. Elle pouvait être évaluée à 3 ans par l'Assemblée nationale au titre de l'article 145.7 alinéa 3 du règlement de l'Assemblée nationale. Hugo est très précis. Mais toujours rien, dit-il, près de 4 ans après la promulgation. Il rappelle que la loi AGEC avait, elle, été évaluée tardivement
par les députés Rioton et Delotrette. Donc cette idée d'évaluation de la loi climat et résilience, est-ce que c'est encore à l'ordre du jour ou... Je vais être honnête, moi j'en ai aucune idée, Victor. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, les lois sont pas forcément évaluées Alors, après coup. il me semble qu'elle l'a été en fait il y a 1 ou 2 ans. Il faudrait revérifier, mais il me semble qu'elle a déjà été. Il y a une mission d'information là-dessus à l'Assemblée, je crois, dans la précédente législature. Et après, ce qui est sûr, c'est que on sait déjà que beaucoup de textes d'application n'ont pas été pris. Et qu'après les gros points durs de cette loi demeurent, quoi. Les gros points durs, donc c'est le diagnostic de performance énergétique, les zones à faible émission pour réduire pour limiter le nombre de véhicules polluants en ville, et troisième point qui m'échappe, et le zéro artificialisation nette, donc qui a déjà fait l'objet de 2 propositions de loi pour être amendées. Donc ça, c'est les 3 gros points durs, et en fait ils demeurent, quoi. Donc en fait, je dirais, est-ce qu'on a besoin d'une évaluation alors qu'on sait quels sont ces points durs. Voilà. En tout cas, il me semble que ça a déjà été évalué. Voilà, Hugo a complété, a fait quelques remarques. Il dit qu'il y a eu 2 rapports, mais pas visiblement celui qui était prévu après 3 ans. Je pense qu'on vérifiera tout ça après ce contexte live. Et ce sera à suivre dans les briefings de contexte environnement et énergie, bien sûr. Nézim, on reste un instant avec toi pour parler argent. C'est un peu le nerf de la guerre dans les politiques publiques, on va pas se le cacher, c'est ce qu'on suit de près. Dans le domaine de l'écologie, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de coupes ou d'annonces de coupes ces derniers mois. Je crois que tu nous as fait une petite liste. Et j'ai tenté de faire une liste qui ne sera pas exhaustive. Alors, sans aucun doute, il y a eu des coupes dans les budgets de la transition écologique assez massifs de l'ordre de 1,3 milliard. Après, il faut voir à quoi on compare. Parce que on peut comparer à la loi de finances 2024, donc le budget 2024 qui a été voté fin 2023, et qui immédiatement après son homologation, en février, a été amputé de 10%, de manière assez globale sur tout le budget, par Bruno Le Maire. Donc est-ce qu'on compare le budget de 2025 aux coupes effectuées par Bruno Le Maire en 2024, ou est-ce qu'on compare ça à la loi initiale? C'est assez compliqué, mais ce qu'on peut dire, c'est que les coupes sont assez conformes aux lettres de cadrage qui avaient été envoyées par Gabriel Attal en août 2024 au ministère. Souvenez-vous, c'était il y a 2 premiers ministres. C'est ça, et 6 mois. Et ces lettres de cadrage, ce sont des lettres que le gouvernement envoie à ses ministres, à ses ministères, au printemps, à l'été, avant l'examen budgétaire, pour dire voici en gros vos enveloppes à ne pas dépasser pour le texte. Et la question en août 2024 était de savoir si ces lettres étaient engageantes, car à l'époque, Gabriel Attal était démissionnaire. Voilà. Et donc les ministres avaient beau jeu de dire ne vous inquiétez pas, ces lettres de cadrage ne sont pas engageantes. Spoiler, elles ne l'étaient peut-être pas, mais elles l'ont été finalement. Elles ont quand même été plus ou moins appliquées, quoi. Voilà, je crois qu'on est passé de 1,5 milliard de coupes à 1,3 milliard de coupes. Il y a eu par exemple des coupes assez importantes sur le budget de MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique, qui a été amputé de 1 milliard. Alors le gouvernement dit que ce sera indolore parce qu'en fait, une grosse partie de l'enveloppe n'avait pas été décaissée. Mm-hmm. Il y a eu aussi des coupes assez massives sur le leasing social, c'est-à-dire en fait l'aide à l'acquisition de véhicules électriques. Je n'ai plus l'ordre de grandeur en tête. Il est quelque part à la location, pardon. Ça, c'était une politique qui avait très bien marché. Ils avaient dû arrêter les inscriptions, mais c'est une politique qui coûtait cher. Ça coûtait très cher. Ça a très bien marché. Ça coûtait très cher. Ça a été divisé par 3. Donc là, on est, je crois, autour de 500 millions d'euros. Mais si je me trompe, corrigez-moi. À vérifier, effectivement. Et le fonds vert aussi qui aide les collectivités à faire des actions de rénovation énergétique de leurs bâtiments ou d'adaptation au changement climatique a également fondu. Victor, je ne sais plus si tu as les chiffres en tête. Là, pas précisément, mais... je crois que c'est passé de 2,5 milliards à 1,15 milliards selon les chiffres du au Conseil pour le climat. D'accord, ça fait que ça commence à faire beaucoup de milliards. Ça commence à chiffrer. Alors il y a eu des hausses également lors de ce budget. Le fonds chaleur, qui est un fonds opéré par l'ADEME sur la décarbonation des réseaux de chaleur, devait être amputé et finalement il reste à son niveau actuel, donc de 800 millions. Le fonds Barnier sur les catastrophes naturelles a été un peu augmenté. Mais moins que ce qu'il aurait pu ou dû être. Le différentiel va au budget de l'État. Voilà. Donc il y a eu quelques gains par-ci par-là sur la décarbonation de l'industrie également, mais globalement, l'ambiance est aux coupes budgétaires. Sur le fonds vert, en fait, il a beaucoup baissé. Moi, j'avais le pourcentage de 60%. Et en plus, certaines de ces missions ont été réattribuées à d'autres politiques. D'accord. Comme l'adaptation. Donc du coup, il y a d'autres politiques, mais avec beaucoup moins d'argent. De l'argent qui était prévu pour l'atténuation qui est passé sur l'adaptation. Le gâteau est plus petit pour plus d'invités. Très bien.
Maïwenn, on va basculer du côté bruxellois avec toi. La Commission a beaucoup mis l'accent sur la compétitivité et la simplification. Tu as déjà utilisé ces mots-clés-là en introduction tout à l'heure. Et on en a beaucoup parlé lors d'un précédent Contexte Live qui était animé par Lucille Bréau, qui revenait sur les fameux textes omnibus présentés par la Ursula von der Leyen récemment. L'idée derrière, c'est de lutter contre le décrochage économique de l'Europe face aux États-Unis et à la Chine. Cependant, la Commission veut quand même faire croire, en tout cas communique pour dire que le Green Deal, qui était la grande politique environnementale du précédent mandat, ce Green Deal n'est pas totalement enterré, que l'écologie reste un sujet. Est-ce que ça suffit pour rassurer à Bruxelles sur l'avenir de tous ces textes ? Oui, effectivement, c'est le récit de la Commission, le narratif en quelque sorte, c'est vraiment de dire que maintenant la priorité va à la compétitivité des industries de l'Union européenne, mais que cette compétitivité, elle va de pair avec une transition écologique et elle est même nécessaire à une transition écologique. Donc on va renforcer la compétitivité, mais tout en assurant la décarbonation de l'industrie européenne et c'est ça qui va faire son avantage économique. Ça fait un peu carpe lapin quand même. Mais bon, on y reviendra. Donc en tout cas, depuis le début du second mandat, les commissaires européens réaffirment régulièrement que le Green Deal n'est en rien abandonné, que là on se concentre sur la mise en œuvre des législations qui ont été adoptées. Et donc par exemple, si on cite la communication, le pacte pour une industrie propre, qui est un autre texte clé qui a été présenté en même temps que les règlements, le paquet simplification dont tu parlais, Omnibus. Donc, ce pacte pour une industrie propre, il dit par exemple, si je cite, que l'Union européenne va maintenir le cap, notamment en atteignant l'objectif intermédiaire à 2040, à savoir une réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment, le récit, c'est on n'abandonne pas le Green Deal. Mais pour autant, il y a pas forcément de nouveaux textes à examiner, c'est ça ? Oui, en tout cas, dans les faits, on observe un certain nombre de signaux qui font douter de cette continuité. Déjà, premier signal, on entend maintenant davantage parler du terme propre que du terme vert. Si on à Bruxelles, chaque adjectif compte à Bruxelles. Oui, il faut savoir lire les sous-titres, effectivement. Et donc voilà, donc le pacte pour une industrie propre, quand on dit propre, renvoie principalement à la décarbonation, donc aux questions climatiques, un petit peu à l'économie circulaire, mais on est loin de la vision vraiment holistique qu'on pouvait trouver dans le pacte vert, dans le Green Deal, avec cette idée qu'on allait vraiment adopter des législations et intégrer cette logique de transition verte, vraiment faire infuser ça dans toutes les politiques publiques. Là, on s'éloigne un petit peu de cette vision holistique. Et à titre d'exemple, là pour ce mandat, on n'attend pas de textes législatifs, de nouveaux textes législatifs, par exemple sur les questions liées à la biodiversité, même si la Commission dit maintenant il faut se concentrer sur la mise en œuvre de tout ce qui a été adopté les 5 dernières années. Donc ça, c'est un premier signal. Oui, et le deuxième signal, c'est qu'on rouvre des textes qui viennent d'être adoptés, qui ne sont même pas encore vraiment appliqués. Ça, c'est assez surprenant aussi. Exactement. Donc je peux vous donner 2 exemples. Il y a d'abord le paquet Omnibus de simplification dont tu parlais, qui a été présenté le 26 février. Donc juste désolé pour le jargon, Omnibus, ça veut juste dire qu'on fait un texte qui permet d'en rouvrir plusieurs à la fois. Et donc là, les textes qui ont été visés, c'est notamment les directives sur le devoir de vigilance des entreprises et sur les obligations de reporting extra-financier des entreprises et globalement la proposition de la Commission européenne. Donc c'est des textes qui ont été adoptés très récemment, en 2022 et 2024. Et la proposition de la Commission européenne, c'est vraiment de revenir, d'alléger un petit peu les obligations qui ont été fixées aux entreprises. Donc dans le cas du reporting extra-financier, par exemple, on va réduire le nombre d'entreprises concernées, qui sont tenues de faire des déclarations sur les impacts environnementaux de leurs activités, ou alors on va un peu alléger les obligations dans le cadre de CS3D, donc la directive devoir de vigilance.
Et l'autre texte qui est sur le bio, c'est peut-être un peu extrême comme image, mais c'est le texte sur la déforestation importée qui lui aussi pose problème. Ouais, alors le texte, c'est le règlement sur la déforestation. Donc ça, c'est un texte qui vise à interdire la commercialisation sur le marché européen de produits qui sont issus de la déforestation. Et ce texte, de la même manière, il est très récent. Il a été adopté en 2023 sans trop de difficultés politiques. Et fin 2024, en fait, on est revenu après campagne de lobbying, ou en tout cas beaucoup de critiques émises sur les difficultés de mise en œuvre, tant par des industries que par des États membres ou des partenaires des États, des pays tiers. Et donc, en fait, on est revenu, on a rouvert ce texte pour reporter son entrée en vigueur. Donc, normalement, ce texte devait entrer en vigueur au début de l'année, là, le 30 décembre, je crois, 2024. Et donc, on a reporté son entrée en vigueur d'une année. D'accord. Voilà, deux signaux. Il y en a. Deux signaux et le reste, évidemment, à suivre. Victor, il y a une petite question qui est arrivée entre-temps, c'est de Nathan Orenberger. Tu as évoqué de légers signaux positifs en matière agricole depuis la fin de la campagne électorale pour les élections aux chambres d'agriculture. Du coup, Nathan veut des exemples. Il a l'impression, lui, que la proposition de loi Duplon qui doit arriver à l'Assemblée nationale en mai n'augure rien de bon pour la biodiversité. Alors, est-ce que tu as des infos que tu es prêt à donner, ou est-ce qu'on devra attendre un peu? Non, mais les signaux qu'on a, c'est que ce sera peut-être pas aussi évident, en fait, par exemple, d'inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée. Après, peut-être que ce monsieur est mieux informé que moi, c'est possible. Et donc, du coup, tout l'enjeu là maintenant, enfin, on sent qu'il y a un petit enjeu sur l'inscription de ce texte ou pas à l'agenda de l'Assemblée. Pareil, certaines catégories d'éleveurs veulent alléger les seuils pour certaines installations d'élevage, les seuils qui permettent d'autoriser ou pas une installation, enfin de l'autoriser plus ou moins facilement. Et typiquement ça, par exemple, on entend que c'est plus compliqué maintenant en fait pour le ministère de l'Agriculture de faire passer ces points de vue maintenant que la campagne pour les élections de chambre d'agriculture est passée. Mais voilà, ça a confirmé. Et que l'agriculture est aussi un peu moins présente dans les médias. Alors, on va basculer sur la deuxième partie de ce contexte live. On va zoomer sur certains textes qui, pour mesurer mieux les conséquences de ce nouveau contexte qu'on a bien décrit depuis tout à l'heure. Victor, un bon exemple de texte qu'on peut regarder un peu à la loupe, c'est le troisième PNAC, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique. C'est un texte qu'on a beaucoup attendu, qui a été beaucoup reporté, et au final, beaucoup ont pointé un manque d'ambition dans les mesures proposées. C'est ça, un texte très attendu. Alors, il a pas de caractère contraignant, c'est un des enjeux justement, et aussi très politisé dans le bon sens, enfin dans le sens noble du terme, par Christophe Béchu, l'ancien ministre de la Transition écologique, qui avait vu en fait l'aspect régalien du sujet d'un point de vue pour justement faire adhérer la population à ce thème. Et en fait, donc c'est assez intéressant de voir par exemple que le Premier ministre n'a pas présenté ce plan, n'a pas saisi cet aspect on va dire régalien en termes de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité des gens en fait au risque climatique, inondations, incendies, etc. Et donc du coup maintenant demeure la question. Donc il a été présenté par Agnès Pannier-Runacher, j'allais dire seulement. Et du coup, ça effectivement, ça révèle un peu. C'est un indice fort, quoi. C'est un indice fort. Et donc la question se pose de sa portée en fait. Donc qui va le porter réellement désormais, du budget qui va être associé. Donc on a parlé tout à l'heure avec Nézim. Et du fait que maintenant le fonds vert dédie une partie de ses maigres ressources à l'adaptation, donc clairement ça va pas suffire. Et donc ce caractère contraignant, donc Agnès Pannier-Runacher veut mettre un peu de contraintes juridiques dans les documents d'urbanisme. Oui, est-ce que tu peux nous dire quelles conséquences, c'est quoi cette idée d'en faire un outil contraignant juridiquement? Donc l'idée c'est que la trajectoire de référence de réchauffement à l'adaptation climatique, donc cette cible symbolique, mais aussi quand même basée sur la science, de plus 4 degrés de réchauffement pour la France en 2100, qu'elle se traduise dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, les aménagements futurs devront intégrer cette contrainte physique, climatique, qui est gigantesque. Beaucoup d'experts demandent nous si c'est possible. Et donc déjà là, on voit que ça commence un peu à couiner du côté du Sénat. Parce que du coup, ça introduit une forte contrainte
en termes de possibilité de construire en zone littorale ou dans un endroit qui sera peut-être soumis à des méga-feux près d'une forêt dans 3 décennies. Donc on peut imaginer un PLU, par exemple, qui serait remis en cause, un recours contre un PLU qui ne prendrait pas suffisamment en compte ces objectifs, cette contrainte juridique liée au PNAC. Sachant que les documents d'urbanisme, c'est une source de contentieux gigantesque. Là, il y a un schéma d'urbanisme qui a été annulé il y a 2 jours dans le golfe du Morbihan, par exemple, parce qu'il ne prenait pas en compte suffisamment bien la consommation d'espace. Très intéressant. Nézim, on a commencé à parler de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Un texte à fort enjeu. Il fixe les objectifs de la France en matière de production d'électricité notamment. Ce texte, je crois, il est presque finalisé. Et il y a le petit jeu, qui a gagné, qui a perdu dans les derniers arbitrages que vous avez pu suivre? Oui, texte presque finalisé, enfin. Encore une consultation jusque début avril et ensuite il pourrait être promulgué. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a quelques semaines, j'ai entendu pour la première fois de ma vie le terme de PPE4. Donc on est reparti pour un tour. C'est le charme propre des PPE, c'est qu'on est toujours en train de travailler sur la prochaine. Mais en termes de gagnants et de perdants, le perdant peut-être le plus visible sur les derniers arbitrages, c'est sans conteste le photovoltaïque, donc l'énergie solaire pour produire de l'électricité, qui a vu de ses objectifs abaissés. C'est pas les seuls signaux, j'allais dire contre le solaire, c'est peut-être un peu fort, mais on va dire qui viennent modérer l'essor de cette énergie, parce qu'il y a en ce moment des sujets fiscaux sur la fiscalité du soutien au solaire. Et donc, on voit que les objectifs ont été baissés, notamment, j'allais dire sous la pression, à l'initiative encourageante d'EDF, qui écrit très clairement dans son cahier d'acteurs, alors cahier d'acteurs c'est un mot assez moche pour dire prise de position, son cahier d'acteurs relatif à la PPE, toutes les parties prenantes peuvent donner leur avis, et ces documents sont publics. EDF écrit clairement que le solaire vient réduire les débouchés économiques et physiques, l'un étant lié, du nucléaire. D'accord, donc clairement un arbitrage en faveur du nucléaire et au détriment du solaire, c'est assumé, j'ai envie de dire, quoi. C'est complètement assumé, ouais, tout à fait. Alors, sur les autres détails sur cette PPE, je me permets de renvoyer à ton article qu'on a vu, et d'ailleurs je précise que tous les articles qu'on vous présente aujourd'hui sont en accès libre, donc même si vous n'êtes pas abonné à Contexte, vous pouvez les consulter, c'est l'occasion aussi de découvrir nos contenus, et peut-être derrière de prendre un abonnement d'essai, voire de devenir un abonné complet, un abonné payant. L'hydrogène perd pas mal aussi, j'ai oublié de le dire, mais l'hydrogène perd pas mal, a vu ses objectifs baisser dans des proportions assez importantes, et a également perdu de l'argent dans le budget actuel 2025 dans l'aide à la production. Alors, je me tourne à nouveau vers la bruxelloise de service. Maïwenn, je te rassure, on va pas te demander où en sont tous les textes dans les tuyaux de la commission. On est en début de mandat, donc forcément, il y a plein de choses. Il nous faudrait un petit peu de temps. Voilà, je vous renvoie notamment au Contexte Live dans la bulle, la série de Contexte Live dans la bulle qui sont animés par Lucille Bréau, ma consoeur. On va zoomer sur 2 textes avec toi, parce qu'ils sont assez en lien avec la problématique de ce Contexte Live. On va d'abord parler de la directive Habitat. La directive Habitat doit être rouverte, comme on dit, on renégocie. Et tu as écrit un article pour dire que les organisations de défense de l'environnement étaient assez inquiètes à cette perspective. Oui, peut-être quand même pour commencer. Actuellement, la Commission européenne a déposé une proposition de modification de la directive Habitat, mais c'est une modification extrêmement ciblée, extrêmement restreinte, qui vise uniquement à abaisser le statut de protection du loup en Europe, qui est aussi une demande qui avait fortement été exprimée par les États membres. Mais ce qui inquiète en fait les organisations, notamment environnementales, c'est que c'est déjà cette directive, c'est vraiment une directive. Enfin, c'est un texte pilier du droit environnemental européen qui est très ancien, qui date de 92, et puis auquel font référence beaucoup d'autres législations environnementales de protection de la nature en Europe, y compris le règlement sur la restauration de la nature qui a été adopté dans la douleur il y a maintenant bientôt un an de ça.
ça. Et le problème, on va dire, c'est que pour modifier le statut de protection du loup, il faut faut remettre la directive Habitat sur, relancer un processus législatif. Et donc la proposition va être examinée par les États membres et par le Parlement européen. Or, on sait que le Parlement européen penche nettement plus à droite que sous le précédent mandat, et que, en fait, on s'interroge aussi sur le rôle que va jouer le groupe conservateur, le Parti populaire européen. Est-ce que eux vont avoir envie d'aller modifier plus en profondeur la directive? C'est la crainte de certaines organisations, et une des personnes qu'on suit de près à Contexte au sein de ce groupe, Peter Liese par exemple, qui coordonne le groupe au sein de la commission environnement, a pas fermé la porte à un travail plus large sur la directive Habitat. Lui a clairement dit, dans un premier temps, révisons le statut de protection du loup, centrons-nous là-dessus, mais il faut une évaluation plus large de cette directive. Et là, si on commence à toucher à ça, potentiellement, on touche à tous les autres textes aussi qui... J'ai envie de dire, il y a un loup, quoi. Il y a un loup. Voilà. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est un texte intéressant à suivre pour voir le signal et voir les équilibres politiques. Pour l'instant, on parle d'une révision, très limitée, mais qui pourrait, par le jeu des amendements, par exemple. En tout cas, on va surveiller ça. Très bien. L'autre texte dont tu voulais nous parler, c'est le cadre financier pluriannuel. C'est un texte budgétaire. C'est en fait tout simplement le budget de l'Union européenne. À l'intérieur, il y a le fonds LIFE, qui regroupe beaucoup de programmes européens autour du climat, de la protection de la nature et de l'adaptation au changement climatique. Et là aussi, il y a une menace, si ce fonds LIFE pourrait être amputé. Alors c'est un peu tôt pour le dire parce que les discussions ont même pas commencé en fait, commencent à peine. En fait, on attend déjà le cadre financier pluriannuel. Là, on parle du prochain budget de l'Union pour la période qui va de 2028 à 2034. La Commission européenne devrait faire une proposition pour le mois de juillet. Donc là, actuellement, on a quand même, notamment à Contexte, obtenu des documents qui reflètent l'état des réflexions au sein de la Commission européenne. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur notre site. Et ce qu'on voit, c'est que à ce stade, l'exécutif européen envisage vraiment une modification en profondeur de la structure du budget européen, où on passerait... en gros, l'objectif global serait d'assurer plus de flexibilité dans la manière dont on dépense le budget de l'Union européenne pour s'adapter un peu aux crises qui pourraient survenir. Et pour faire ça, ce qui est envisagé, c'est d'aller fusionner plusieurs programmes de financement et de créer, on va dire, trois grands fonds. Donc, spécialisés. Alors, il y en aurait un qui serait destiné, ce serait des plans nationaux. Donc, on donne une enveloppe aux États et libre à eux ensuite de savoir. C'est ça. Ils auraient des objectifs à atteindre, mais avec beaucoup plus de latitude pour décider de ce qu'ils font. On aurait aussi un grand fonds destiné à la compétitivité. Et nous, ce qu'on a vu dans un document qu'on avait révélé la semaine dernière, c'est que ce qui est envisagé, c'est de scinder le fonds LIFE dans ces deux fonds. Donc le troisième fonds, ça concerne l'action extérieure de l'Union européenne. Donc je m'y intéresse moins et ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais voilà. Et donc ce qui inquiète pas mal les ONG, c'est que le programme LIFE, c'est un programme qui existe depuis très longtemps, qui a une trentaine d'années, je crois, et qui, d'après les évaluations, fonctionne plutôt bien et ciblé. Et elles, ce qu'elles craignent dans ce renversement, ce changement de logique, c'est de plus avoir de financement vraiment dédié au projet biodiversité, environnement, et que ces objectifs en fait soient mis en concurrence avec d'autres objectifs, par exemple énergétiques, climatique par rapport à la biodiversité, et des analyses qui ont été faites récemment sur
un programme qui ressemble pas mal à la logique de l'Union européenne, donc la facilité pour la reprise et la résilience. Donc là, on parle du grand plan de relance européen après le Covid. Ouais. En gros, la logique de ce plan de relance ressemble un petit peu à ce qu'envisage la Commission européenne. D'accord. Et là, je me réfère à une étude qui avait été faite par deux organisations, Euronatour et Bankwatch, qui en fait montrait que finalement, quand les objectifs biodiversité sont mis en concurrence avec d'autres objectifs, énergie, climat, des choses comme ça, mais en fait, les projets biodiversité ne gagnent jamais. Donc en gros, voilà, ils ont simplement peur qu'il y ait moins d'argent. Si on ne sacralise plus ces budgets-là, et il y a le risque qu'ils soient un peu dilués un peu partout. Mais bon, c'est encore une fois, rien n'est fait. On est vraiment au tout début. Enfin là, c'est même des ballons d'essai. Mais voilà. En tout cas, nous, on va suivre ces signaux-là de très près pour voir un petit peu. Enfin voilà, ça va être révélateur de l'intérêt qui est donné à ces politiques environnementales et est-ce que vraiment on maintient le cap du Green Deal. Y compris les budgets associés. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. J'ai plusieurs questions pour toi, Maëwen, peut-être des réponses rapides, mais tu as le droit à des jokers, tu as le droit de botter en touche. Baptiste Pliquet nous dit « Nous traitons de l'échelle européenne. Pouvons-nous avoir des actualités relatives à la discussion, négociation sur la directive européenne sur la surveillance des sols ? Est-ce qu'il y a toujours un portage politique dans la nouvelle mandature sur la surveillance des sols ?» Alors je crois qu'il y a, en fait, là on en est à l'étape. C'est un texte qui a été présenté sous la mandature précédente. Donc le Parlement européen avait adopté sa position, les États aussi, et donc là on en est au stade des négociations interinstitutionnelles, donc les fameux trilogues. Et je sais que les négociateurs se retrouvent en avril et espèrent trouver un accord final lors de ce dernier trilogue. Voilà, donc on en reparlera au mois d'avril. J'ai plus la date exacte. Ça pourrait déboucher fin de printemps. Alors, Ilham Riskala nous dit à propos de la volonté d'alléger les obligations environnementales et le fameux paquet Omnibus, est-ce que ça va entraîner un allègement des normes environnementales pour favoriser la relocalisation de la production de médicaments critiques en Europe? Et il cite le Critical Medicines Act. Est-ce que tu as une réponse, Maëlle, ou est-ce qu'on le renvoie vers la rubrique santé de contexte? Oui, je pense qu'il faudrait mieux voir avec ma collègue qui suit les politiques de santé et ce texte précisément à Bruxelles. Hugo Mellard-Ayo dit est-ce que c'est facile pour vous de suivre et de vous y retrouver entre tous les textes à l'échelon européen et français? Ça semble être l'avalanche. Et qui plus est des textes grossissants, je pense au règlement PPWR ou éco-conception, ce qui semble impliquer des difficultés d'application grandissant. Question un peu sur les coulisses, comment on s'organise pour suivre cette avalanche de textes? Alors c'est pour Victor, c'est pour Maëwen notamment. Une question intéressante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup se parler, être ouvert à beaucoup de signaux qui peuvent paraître faibles, mais qui en fait sont importants. En tout cas, côté Paris, on n'est plus dans une tendance où, en gros, il y avait un gros texte qui était lancé et on suivait l'examen de ces 150 articles au Parlement. Là, c'est plus des petits trucs. On documente plus les reculs finalement que la construction vraiment de politique publique. Ça change un peu notre façon de travailler. Et l'essentiel, c'est de beaucoup se parler en fait entre tous les gens de la rédaction, quoi. À Paris, à Bruxelles, voilà. Et moi, je dirais que c'est aussi pour ça. Enfin, à contexte, on a quand même la chance au niveau européen d'être très nombreux. Je crois que dans le bureau maintenant, on est 18 journalistes. Donc ça permet vraiment à chacun de se spécialiser. L'enjeu, c'est aussi de garder une certaine vision d'ensemble. Donc c'est pas toujours simple, mais ça passe beaucoup par le fait de se parler, comme disait Victor, et peut-être un enjeu, alors peut-être spécifique à Bruxelles, corrigez-moi si je me trompe, Victor et Nézim, mais en fait la manière de fonctionner de la Commission européenne a un petit peu changé pour ce second mandat, avec vraiment l'idée d'en finir avec les silos et d'avoir vraiment des politiques qui vont un travail beaucoup plus collégial au sein même de la Commission européenne, donc avec des commissaires européens qui vont travailler ensemble même sur la compétitivité. On parle de transition propre, donc on va avoir Teresa Ribera vice-présidente en charge de la transition propre qui va devoir collaborer fortement avec le commissaire français Stéphane Séjourné. Donc c'est pas évident parce que toutes les politiques sont un peu liées. Il y a moins de
politique beaucoup plus sectorielle, comme on pouvait avoir. Donc il faut avoir l'œil un petit peu partout. Il faut tout surveiller et des choses peuvent surgir de beaucoup de dossiers différents. Alors, question de Valentine Dubar pour Nézim et Victor. Les sénateurs ont voté le report de 4 ans de la CSRD. Qu'en est-il de l'articulation avec l'échelle européenne? Je dois vous confier, chers téléspectateurs, que je ne sais pas ce que c'est le CSRD. J'espère que vous le savez, mais sinon on va devoir voter en touche. C'est sur le reporting extra-financier des entreprises. Très honnêtement, Joker là-dessus. Oui, Joker. Ma sensation là tout de suite, c'est que ce point de la date d'entrée en vigueur du texte n'est pas à la main des parlements nationaux. Dans une transposition, certains éléments ne sont pas à la main des parlements nationaux. Par exemple, le Sénat a voté pour un report de la fin des véhicules thermiques il y a quelques jours, mais c'était un vote purement symbolique car en fait, il n'a pas la main sur ce point du texte européen. Oui, à vérifier pour le CSRD, mais il est possible que ça soit le même cas de figure. Bon, on vérifiera. Non, mais j'invite aussi, je renvoie vers le contexte live sur compétitivité et simplification, qui abordait notamment ce texte en particulier. Très bien. Alors, avant de prendre les questions suivantes, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui sont même beaucoup qui sont arrivés, je voudrais quand même qu'on aborde la dernière partie de ce contexte live et s'intéresser à la réaction des acteurs du débat public face à cette nouvelle donne. À ce recul des politiques écologie environnement. Question un peu pour tous les trois pour commencer. Est-ce qu'on peut dire que pour les défenseurs de l'environnement, une bataille a été perdue, la bataille pour l'hégémonie culturelle, pour reprendre le vieux concept de Gramsci, et c'est parce que cette bataille a été perdue dans les esprits qu'on a tous ces reculs ou toutes ces hésitations? En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contre-récit qui s'impose. Ouais. En fait, on dit plus que la transition écologique permet de faire des gains de compétitivité ou d'être plus sobre en ressources. Il y a plus vraiment, ce narratif a vraiment totalement disparu du débat public. Et clairement, en tout cas, moi, avec les différentes ONG ou environnementalistes avec qui j'ai pu parler, il y a vraiment l'enjeu là de parler aux gens qui ne sont pas seulement en métropole et dans les centres urbains, mais aussi dans la ruralité et aux électeurs qui traditionnellement sont pas sensibilisés à ces questions. Et Agnès Pannier-Runacher, quand elle a présenté le plan national d'adaptation au changement climatique la semaine dernière, parlait de faire des enjeux écologiques, des enjeux plus égoïstes pour les Français. Donc, et en vrai, je pense que c'est une bonne méthode. Dans ce moment, un peu de recul généralisé, quoi. On dit aussi concernant, trouver des sujets concernants, plutôt. C'est plus positif qu'égoïste, mais. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est une option possible, effectivement, dans ce un peu recul généralisé. Et justement, j'imagine que ça fait partie des solutions pour les ONG notamment, ou pour les activistes. On dit que c'est un peu le grand blues qui domine. Il y a eu un article qu'on va vous montrer aussi, alors là au niveau européen. Est-ce que les ONG, du coup, commencent à adapter leur discours Je crois que Maïwenn, tu disais que tout d'un coup, on retrouvait là aussi beaucoup le mot compétitivité. Oui, parce à Bruxelles, je dirais que pour l'instant, les sujets transition verte ont pas disparu. Enfin, c'est pas absent du débat public. Mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, le récit a changé et les priorités ont changé. Et donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que les ONG environnementales, notamment, certains groupes politiques aussi, essaient d'adapter leur discours pour convaincre que la transition verte, ça va de pair avec la compétitivité. Donc il y a vraiment on voit que leur discours s'adapte autour de ça, avec notamment un travail autour de à quel point notre économie repose, par exemple, sur nos ressources naturelles, des choses comme ça. Ouais. Très intéressant. Alors, parmi les acteurs dont on souhaitait vous parler, il y a aussi la justice, notamment le juge administratif, parce qu'on va quand même rappeler que il reste des règles, il reste des normes, il reste des objectifs en matière d'environnement et d'écologie. Et le tribunal administratif de Toulouse s'est récemment chargé de rappeler toutes ces règles au bon souvenir des politiques notamment, puisqu'il a décidé de suspendre le chantier de l'autoroute A69 Toulouse-Castres. Est-ce que pour les défenseurs de l'environnement, finalement, la justice, notamment administrative, c'est le dernier recours, le dernier guichet encore ouvert ?
Mais ça, je pense pas que ça ait changé par rapport à avant, mais en tout cas, Ouais. effectivement, c'est peut-être plus utilisé qu'avant. Et vu que les projets ont un impact certain sur la biodiversité, ils sont, en fait, le droit s'applique. Enfin, c'est le cas, là, par exemple, pour ce projet d'autoroute A69, avec l'État qui est quand même beaucoup pointé par certains accusés d'avoir engagé en fait les travaux à hauteur de 400 millions d'euros, mais donc pour 300 millions d'euros à ce stade, sans avoir expurgé les recours, le contentieux au fond, contrairement à ce qui a pu être dit par certains politiques. Et donc effectivement, ça reste une voie de recours classique, mais et donc du coup la tentation, c'est de limiter ces voies de recours. Oui. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit en fait, c'est ce qu'on observe assez régulièrement depuis quelques années. Quitte à remettre en cause la notion d'état de droit. En tout cas, c'est pas dit comme ça, mais ça peut aboutir à ça. Ouais, ça peut aboutir à ça, ouais. Alors, je voudrais que tu nous dises un mot de mon nouveau sigle favori, c'est le R2IPM, la raison impérative d'intérêt public majeur. En fait, c'est le concept qui permet de déroger aux règles de protection de l'environnement, parce qu'un projet est jugé si important qu'on peut se permettre de ne pas les respecter. On va dire que ce joker de la R2IPM marche de moins en moins, finalement, puisque le tribunal administratif, en tout cas, la tendance possible, c'est ça. En tout cas, son invocation dans les tribunaux a un certain succès en ce moment. Voilà. Et notamment, ça fait tomber, il y a une question qui a été posée là-dessus, ça fait tomber des projets éoliens. Oui. Beaucoup. Il y a une question qui est posée sur l'articulation entre écologie et renouvelable. Oui, l'idée que c'est comme, par exemple, quand on fait des politiques climatiques, elles peuvent aussi avoir des impacts sur la biodiversité, typiquement Exactement. les éoliennes. Et donc en fait, il y a beaucoup de projets éoliens qui sont, on documente ça régulièrement avec la rubrique énergie, de projets éoliens qui sont en fait considérés ayant une production, une capacité trop faible par rapport à leur impact sur la biodiversité. Donc il y a des choses, quoi. Maïwenn, on va finir ce contexte-là. Il y a un peu des questions qui sont tombées aussi sur ce thème. On va parler d'un domaine où les choses avancent malgré tout, malgré un contexte politique complexe qu'on a décrit. Ce domaine, c'est celui des grandes négociations internationales sur la protection de la biodiversité. Donc la COP 16, tu l'as dit tout à l'heure, a eu lieu à Rome. Donc COP, c'est pour Conference of Parties. Il y a des COP pour le climat, c'est celle qu'on connaît le mieux, mais il y a aussi des COP pour la protection de la biodiversité. Et je crois que les négociateurs ont réussi à se mettre d'accord sur des pistes de financement. Comment ça s'est passé, les discussions, justement, dans ce contexte un peu chargé ? C'était laborieux. Peut-être déjà la COP 16 sur la biodiversité aurait dû normalement s'achever à Cali en Colombie au mois de novembre dernier, mais après 2 semaines de négociations, les pays ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur plusieurs sujets majeurs de l'ordre du jour, dont la question des financements. Et donc les organisateurs ont décidé d'organiser une sorte de session de rattrapage qui s'est tenue sur seulement 3 jours à Rome au mois de février dernier. Et donc on finit par réussir à clôturer cette COP et à adopter des décisions sur donc l'adoption d'une stratégie pour la mobilisation des ressources et puis aussi d'un cadre de critères pour évaluer en fait les progrès faits pour atteindre les objectifs que se sont fixés les États. Peut-être très rapidement, je voudrais rappeler les enjeux de cette COP, parce que je dirais pas que c'était une COP historique. Ouais. C'était pas un moment vraiment fondateur. Le moment historique, c'était en 2022, quand les États se sont mis d'accord pour élaborer des objectifs pour la biodiversité à atteindre à horizon 2030, puis des objectifs un peu plus généraux à horizon 2050. Ça, c'était à Montréal, hein. C'était à Montréal, donc adoption du cadre de l'accord de Kunming-Montréal. Donc la COP 16, 2 ans plus tard, c'était la première COP à se tenir depuis l'adoption de cet accord. Et l'enjeu de cette COP, c'était vraiment d'assurer la mise en œuvre des engagements pris à Montréal.
Et c'est peut-être pas fondateur comme moment, mais en fait c'est fondamental parce que si on se met pas d'accord sur la mise en œuvre, en fait on a quand même de très forts risques de jamais atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Le temps presse. Voilà. Et donc l'enjeu, je disais, qui coinçait, comme très souvent sur les COP, que ce soit biodiversité ou climat, c'était la question de l'argent. Dans quelle mesure est-ce que les pays du Nord, donc les pays dits développés, aident les pays du Sud, dits en développement, et ce sujet tenait en otage un peu d'autres éléments, dont cette décision sur, on va dire, l'évaluation des progrès réalisés. Et on va dire que le temps était un peu compté parce que la première évaluation des progrès réalisés doit se faire lors de la prochaine COP qui se tiendra en 2026. Voilà. D'accord, donc là la mécanique n'est pas grippée. Et quel compromis a finalement été trouvé entre les différents négociateurs ? Ouais, je vais passer un peu rapidement parce que c'est assez technique, mais on va dire que le dossier qui coinçait, qui bloquait un peu les négociations, c'est que les pays du Sud, pour vraiment simplifier les positions, demandaient dans leur majorité la création d'un nouveau fonds dédié à la biodiversité, et les pays du Nord voulaient pas de nouveaux fonds. Nouvelles contraintes financières. Les contraintes financières, elles sont déjà posées depuis l'accord de Cannes-Montréal, mais là c'est vraiment comment on fait pour trouver ces ressources, pour les mobiliser. C'est vraiment on parlait vraiment un peu de comment opérationnaliser tout ça. Donc c'était rapidement des discussions assez techniques, mais qui, si on n'arrive pas à les résoudre, mettent en danger les objectifs eux-mêmes. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est qu'au final, les parties ont réussi à se mettre d'accord, parce que c'était aussi ça qu'on voulait surveiller, c'est est-ce que le multilatéralisme est cassé, est-ce qu'on arrive encore à trouver des consensus au niveau international entre pays pas d'accord, à un moment où les États-Unis et la Russie mettent en cause ce multilatéralisme, et donc ça a fonctionné. On va rappeler que les États-Unis ne sont pas à la table des négociations, ils ne sont pas pleinement actifs dans les COP biodiversité. Ouais, en fait, les États-Unis n'ont jamais signé la convention sur la biodiversité, donc l'accord originel dont découlent toutes ces COP biodiversité. Mais par contre, ils ont un statut de pays observateur, et donc ils ont un siège dans les négociations. D'accord. Et donc ça, typiquement, c'était un symbole. Moi, j'étais assise pas très loin du siège des États-Unis. Ouais. Et donc à Rome, en fait, le siège des États-Unis est resté vide du début à la fin des négociations, là où à Cali, il était occupé. Mais Cali, c'était sous administration Biden. Okay. Voilà, là, il y a eu un changement. Et voilà. Donc après, la COP 16, c'est un premier signal. C'est pas la COP la plus médiatisée. L'année 2025, c'est une année importante d'un point de vue négociation environnementale à l'international. À la fin de l'année, il y a la COP 30 sur le climat. Donc là, ça va être un autre signal à surveiller de près. Merci beaucoup, Maïwenn. Alors, on a déjà pas mal débordé. On va juste peut-être prendre quelques dernières questions. Clément Bayard nous demande quelle est la perception actuelle à Bruxelles de la compétitivité du nucléaire par rapport au binôme ENR plus stockage d'énergie. On revient sur la question du nucléaire, Nézim. Bonne question. Alors, ce sont mes collègues de Bruxelles qui suivent de plus près le sujet. Aujourd'hui, le nucléaire est quand même un peu plus considéré par la Commission qu'il ne l'était il y a quelques années, notamment sous l'impulsion de la France ces 3 dernières années, depuis l'arrivée d'Agnès Pannier-Runacher au ministère de l'Énergie. Voilà ce qu'on peut dire. C'est assez vague comme réponse, mais le nucléaire est un peu plus pris en compte. Le curseur a un peu bougé, Le curseur a un peu bougé, voilà. Très bien. Autre question de Colas Robert. Avez-vous des signaux sur le portage politique et le calendrier de la préparation de la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, donc c'est la SNBC 3, et il y a eu une publication, dit-il, d'un premier projet de texte en fin d'année dernière. Oui, tout à fait. Alors, les signaux politiques aujourd'hui sont très faibles, je crois qu'on peut le dire. Agnès Pannier-Runacher a quand même parlé de ses vœux, si je ne me trompe pas, Victor, en disant que le texte allait sortir à l'été. Ce qui bloquait il y a un an, c'était à la fois l'objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, notamment parce que les puits naturels de carbone sont très peu performants, enfin le sont de moins en moins. L'objectif 2050 est encore plus difficilement atteignable, donc c'est ce qui bloquait. En
En avril sortira les chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre de la France pour 2024. Et ils seront pas terribles a priori, de sources gouvernementales. Voilà, j'ai appris ça hier, notamment pour le secteur des transports et des bâtiments. Donc il faudra voir aussi la tendance qui commence à se dégager. On a vu qu'après une baisse assez forte ces dernières années des émissions de la France, la baisse était moindre ces derniers mois. Mini scoop, mini révélation pour ce contexte live. Énorme. Même si on aura les chiffres précis un peu plus tard. Question de Paul Moinereau. Quel est l'état d'esprit du gouvernement français dans la transposition d'ETS2 sur lequel vous écriviez il y a quelques jours? ETS2, c'est, si je dis pas de bêtises, le marché du carbone européen. Oui, c'est ça. C'est ça. Un PJL est-il prévu pour la rentrée 2025 avec les risques d'une grosse bataille à l'Assemblée par rapport à son surcoût pour les consommateurs? Oui, parce que si on met une taxe carbone sur d'autres secteurs que les secteurs existants, ça peut avoir un impact sur les prix. Quels sont les risques encourus en cas de non-transposition? Nézim, tu as l'air de... C'est le sujet. On a beaucoup écrit. On a passé beaucoup de temps ces dernières semaines à écrire sur le sujet. On a publié 2 articles mardi et mercredi sur l'extension du marché du carbone à la route et au bâtiment, et un article plus précis sur les transports. On a sorti encore une info ce matin sur Matignon qui planche sur les mesures compensatoires pour les ménages et les secteurs. En termes d'état d'esprit du gouvernement, très fébrile. Forcément, c'est une mesure qui, si elle n'est pas compensée, va renchérir les coûts de l'énergie, des carburants, du chauffage. Donc très sensible, et la mesure doit entrer en vigueur en 2027. Oui, donc c'est rapide. Année électorale. Présidentielle. Est-ce qu'un PJL est prévu? Alors, la transposition dans les temps, non. La France est en retard sur la transposition, de près de 8 mois, mais elle compte transposer pour une mise en œuvre en 2027. C'est-à-dire qu'elle ne plaide pas pour un report de l'échéance. Mais, à ce stade, il n'y a pas de véhicule législatif identifié. D'accord. Le temps presse, mais la France ne sait pas encore vraiment que faire. Là, on a l'ordre du jour des assemblées, de l'Assemblée nationale et du Sénat jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de la session. C'est pas ce qu'il y a à l'ordre du jour. Voilà. Et quels sont les risques en cas de non-transposition? C'est la question bête, mais qu'est-ce qui se passe si finalement la France s'assoit sur la transposition? Alors la Commission a déjà émis une sorte de signal d'alerte envers la France, mais pas que, parce qu'on n'est pas les seuls en retard sur ce retard. C'est la première étape vers une condamnation éventuelle. L'administration juge que le risque de condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne est imminent si on ne fait rien. Et après, est-ce que la Cour de justice sera particulièrement sévère financièrement si elle voit que la France est engagée dans la transposition? Je ne sais pas. Et de mémoire, c'est déjà arrivé que la France soit sanctionnée pour non-transposition? Ah oui. Oui, notamment pour non-respect de la directive nitrate, par exemple. D'accord. Donc ce ne serait pas la première fois. Très bien. Alors, on a déjà pas mal débordé, donc on va conclure ce contexte live. On va vous remercier de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, on rappelle que vous pouvez prendre un abonnement d'essai et vous allez recevoir comme ça tous les matins les briefings de contexte énergie ou de contexte environnement directement dans votre boîte email. Vous pouvez aussi contacter les journalistes. Là, je vois qu'on n'a pas répondu malheureusement à toutes les questions, mais vous pouvez retenter votre chance en écrivant à rédaction.energie@context.com et rédaction.environnement@context.com. Profitez-en pour signaler quelques scoops et quelques documents exclusifs. Nos rédacteurs sont évidemment friands pour pouvoir informer tout le monde sur les politiques publiques en cours d'élaboration. On va vous mettre aussi dans le chat, c'est déjà fait en fait, un lien vers un petit questionnaire de satisfaction. Ce lien, vous allez aussi le recevoir par mail. Ça prend vraiment quelques minutes pour le remplir, ce questionnaire, et ça nous aide à améliorer ces événements. Je remercie aussi Sam, Yanis et Naël qui étaient en régie et qui ont assuré la réalisation de ce live. Je vous laisse et j'espère vous retrouver pour un prochain Contexte Live très bientôt. Voilà, au revoir.